Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes qui va évoquer la fameuse question du voile, le voile islamique, le voile que portent certaines élèves dans nos écoles. Et il y a une proposition de loi de 2 sénateurs pour limiter ou interdire le port du voile dans les milieux scolaires. Et j'ai invité ces 2 personnalités importantes de notre monde politique, en la personne d'Anne-Marie Lizin. Vous êtes sénateur du Parti Socialiste, je devrais dire sénatrice, je sais que vous y tenez beaucoup, Anne-Marie Lizin. Et j'ai invité aussi l'autre auteur de la proposition de loi, en la personne d'Alain Destex, qui lui est sénateur, là il n'y a pas de doute, du mouvement réformateur. Alors on a lu dans la presse, on a dit qu'au fond vous vous placiez un petit peu dans la filière de ce qui s'est passé en France, où nous le savons, le Parlement, l'Assemblée nationale, a voté un texte, suite aux discussions de la commission Stasi, a voté un texte interdisant le port des signes très visibles ou ostentatoires, signes religieux, dans les écoles. Alors vous, votre proposition, est-ce qu'elle se place au fond dans la ligne de la proposition française ? Oui, nous ne nions pas, donc nous inscrivons notre démarche dans la suite de ce qui est fait en France. Nous avons fortement apprécié le rapport Stasi qui nous semble poser les problèmes de façon similaire à ce que nous rencontrons en Belgique, et donc nous avons attendu qu'un premier pays franchisse le pas, la France en l'occurrence, non seulement... Ça n'est pas c'est un peu prudent. Hein, ben oui, parce que nous n'avons pas... Très hardi, très entreprenant. C'est vrai, assez modestement. Il y avait déjà eu les premières prises de position de Pierre Azette qui n'avaient pas été relayées dans le mode politique au niveau de la communauté française. Nous estimons qu'il fallait légiférer, mais il y a d'autres moyens d'aborder la question. Fondamentalement, si je ne devais prendre une seule raison pour laquelle nous souhaitons légiférer, c'est pour assurer dans nos écoles l'égalité homme-femme et éviter une discrimination sexiste contre les femmes. Alors on sait très bien que dans un certain nombre de cas, des jeunes filles portent le voile de façon libre et c'est un choix pour elles. Mais nous savons aussi que dans un certain nombre d'autres cas, ces jeunes filles sont contraintes de porter le voile. Elles sont contraintes à cause d'une pression familiale, d'une pression sociale, voire d'une pression politique. Et on constate dans les écoles, surtout à Bruxelles où j'habite, on constate une modification dans la façon de porter le voile. Il y a quelques années, si vous voulez, d'abord il n'y en avait pas, ou très peu, il y en a de plus en plus, et puis c'était un signe discret, un petit foulard, témoignage simple d'appartenance religieuse. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit que le voile devient véritablement un uniforme politique, un instrument de promotion, non pas tellement d'une religion, mais d'une véritable idéologie politique qui présente quand même des aspects totalitaires et un prosélytisme extrêmement fort. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jeunes filles qui viennent voilées, de plus en plus voilées, tout en noir, avec des gants, habillées en fait de la tête aux pieds d'une sorte d'uniforme sombre militant. Et c'est cette dérive-là que nous voulons combattre à travers une loi. Il ne s'agit pas du tout, évidemment, de s'attaquer à une religion. Nous voulons absolument respecter la liberté de conscience, mais nous voulons que l'école reste un lieu d'intégration et d'émancipation des jeunes filles. Voilà, en quelques mots, on pourrait revenir à un résumé de la raison principale. Il y en a d'autres pour laquelle nous souhaitons légiférer. Oui, il faut savoir qu'en Belgique, dans la situation présente, voyons la situation présente, nous savons que certains pouvoirs organisateurs interdisent le port du voile. Je pense, en enseignement que je connais bien, la ville de Bruxelles. À la ville de Bruxelles, pas question de porter le voile. Mais dans certains autres établissements de la communauté ou dans certains établissements de l'enseignement libre, là, on autorise le voile. Alors, au fond, on voit quelque chose d'important, c'est la mise à égalité de toutes les filières, de tous les réseaux d'enseignement. C'est déjà une première conséquence de votre loi. Alors, vous disiez, Alain Destex, à mes yeux, le port du voile est une manifestation d'ordre politique. C'est bien ça que vous dites ? Oui, d'ordre politique, militant, prosélyte, qui présente des aspects, pas entièrement, mais de type totalitaire. Et j'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire c'est une façon de considérer la vie comme un tout qui laisse peu de place à la liberté individuelle et qui instrumentalise des jeunes filles qui sont, j'insiste, des mineurs. D'ailleurs, ça me permet
de faire une précision très importante. Nous proposons simplement d'interdire le voile dans l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire pour des mineurs, si l'université libre de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles veut le tolérer, c'est son problème. Cela s'adresse à des mineurs dans l'enseignement fondamental obligatoire. Donc là aussi, peut-être beaucoup de bruit pour une mesure finalement qui concerne à unifier en quelque sorte les comportements dans l'école, notamment personne ne conteste le fait que certains types de maquillage ou de piercing ou de coiffure soient interdits dans l'école. On peut aussi considérer le port du voile comme un aspect de protection de mineurs, et l'État a le rôle, le devoir de protéger les mineurs. Ensuite, lorsqu'elles sont majeures, si elles veulent porter le voile, le voile ou tout autre signe religieux ostensible, c'est leur problème et la législation ne les concerne plus. Anne-Marie Lizin, vous êtes tout à fait d'accord avec Alain Dextex sur ce point. Et vous enfoncez peut-être un peu plus encore le clou sur le fait qu'il faut défendre les femmes. Oui, encore que je pense que le vrai problème ici, c'est la combativité de la laïcité. Et donc, pour moi, si je devais choisir entre les deux, je dirais c'est d'abord, parce que ça va être le combat du siècle, du XXIe siècle, créer et protéger un espace de laïcité dans toutes les sociétés. Et petit à petit aussi, soutenir tous ceux et celles, mais c'est surtout aussi ceux qui, dans le monde musulman, essayent d'établir un espace pour la laïcité. C'est un travail fondamental qui va remettre toutes les religions à la place qui est la leur. C'est-à-dire une place qui concerne le choix que la personne fait par rapport à l'explication du monde, par rapport à sa foi, mais qui n'interfère pas dans la gestion des affaires publiques, en ce compris les services publics et en ce compris l'expression de volonté religieuse à l'intérieur de l'école officielle. Maintenant, vous disiez à juste titre que ça peut créer un argument commercial, en quelque sorte, puisque l'école évolue vers la fonction de service. On pourrait dire, ah oui, mais c'est de la liberté de tout le monde de dire, moi j'autorise le voile, je ne l'autorise pas, etc. C'est pour ça que nous voulons une loi. C'est pour que ça ne devienne pas un argument compétitif, à contrario, ou au contraire positif. Et que tout le monde soit mis, c'est bien ça la fonction de la loi, c'est ne pas laisser les directeurs d'école seuls devant la pression d'un père, d'une rue, le risque de perdre un enseignant parce qu'on aura été trop strict et qu'on aura perdu des enfants, enfin bon, la réalité de l'enseignement de tous les jours. Donc c'est bien pour cela que le législateur est là, c'est résoudre un problème qui se pose à plusieurs endroits et le résoudre d'une façon uniforme. Et pour nous, c'est aussi donner un rôle au Sénat sur un débat qui, je veux dire, où qu'on le situe dans des groupes intellectuels, dans des groupes universitaires, reviendra un jour pour légiférer. Parce qu'un jour, de toute façon, la barrière doit être mise à une évolution vers un renforcement religieux. Et moi, je pense que les laïcs doivent vraiment réfléchir cette question à fond, sans accepter des thèses qui confondent l'antiracisme et la réflexion critique sur la religion, quelle qu'elle soit. Et donc, on peut très bien ne pas être raciste, être un militant même pro-musulman, et ne pas accepter un certain type de comportement fondamentaliste à l'intérieur de cette religion. Et je crois qu'ils seront, au niveau du monde musulman, nécessairement amenés à le clarifier avec parfois violence. Et nous devons donc faire en sorte, nous, très tôt, puisque nous avons ce combat derrière nous, contre la religion catholique, quelque part, en tout cas pour déterminer l'espace de vie laïque par rapport à la religion catholique, nous devons garder cet acquis et l'appliquer à la religion musulmane. Et il ne faut tout de même pas venir dire que des gamines de 6 ans arrivent à l'école avec la conviction venue comme ça d'elle-même qu'elle porte le voile et que c'est impératif qu'elle le porte contre toute une école. Et, il est clair que c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Il est clair qu'on a combattu précisément pour ne pas tolérer des comportements de cette nature chez les enfants. Et je crois qu'à un moment donné, il est clair qu'un enfant de 6 ans qui vient en disant « je dois porter le voile » est le porte-parole d'autre chose, et que dans la religion musulmane, cette autre chose, c'est précisément la version la moins tolérante et celle qui comporte ce risque de discrimination, pas seulement sur le voile, mais surtout sur les pratiques de répudiation, sur les pratiques de mariage forcé, sur une sorte de concept de famille qui ne donne pas de droit aux femmes ou peu de droits aux femmes et qui en tout cas les distingue complètement du volet légal que nous avons construit
depuis que la Belgique existe et qui donne des droits à l'égalité. Et un autre endroit où la critique va se faire et se polariser dans les prochaines années, ce sont les lieux de mixité. Et là aussi, le combat est très clair. La mixité pour nous a été un gigantesque progrès. Nous n'allons tout de même pas considérer qu'elle a été un progrès seulement, je vais dire, pour les Belges de souche. Oui, ou judéo-chrétiens, enfin, n'importe, je ne sais pas comment on peut dire, et que tout d'un coup, la mixité n'est pas nécessaire pour une catégorie de population. Il faut qu'on arrête cette évolution extrêmement dangereuse et qui est présente aujourd'hui en Belgique, de créer deux sortes de droits. Un droit pour finalement la communauté musulmane, qui sera un droit où d'accord, les femmes auront moins de rôle, moins de possibilités d'exister, d'utiliser leur corps, de revendiquer leur droit à l'égalité, et d'autre part un droit tout à fait correct qu'on a construit par des combats pour le reste de la population belge. Non. Et ce risque est réel. Et il est réel dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. Et si vous regardez d'autres pays où on a finalement une grande majorité musulmane et une minorité chrétienne, par exemple la Syrie, eh bien oui, les femmes syriennes ne portent pas le voile. Donc vous pouvez dire, ah, c'est une société mixte. Pas du tout. Les femmes musulmanes sont toutes obligées de porter le voile et toutes le même voile. Donc, et on voit cette force terrible qui pèse en fait sur ces femmes-là. Et donc je crois que cette lecture de la religion musulmane qu'on fait parfois dans les milieux de gauche en pensant que c'est comme ça qu'on est un bon antiraciste, c'est une erreur, c'est une vue à court terme. Oui, on voit bien aussi que interdire le voile serait ne pas donner la porte ouverte à d'autres revendications qui pourraient suivre. Les revendications sur la nourriture, on pourrait estimer que le poulet doit être tué de façon rituelle, et alors beaucoup plus grave que le poulet tué rituellement, les revendications de certaines autorités religieuses sur le contenu de l'enseignement, notamment sur les questions de génétique, de biologie, etc. Et qui tournent toujours autour de la même question. Oui, bien sûr. Est-ce que les filles doivent en savoir plus sur leur corps ? Nous sommes toujours exactement dans le même type de tabou un peu rétrograde, et donc je pense que réellement, là, il ne faut pas avoir peur de dire que sur ces points-là, nous avons acquis un certain nombre de choses qui étaient précisément de ne pas accepter les tabous de soumission et les tabous de pudeur. Ça, c'était vraiment les mots pour lesquels le mouvement des femmes en 68 a combattu, justement, pour qu'on retire le mot « bonne mœurs ». C'était tout de même évident. Et cela, aujourd'hui, tout d'un coup, on semble oublier qu'il y a eu ces combats, alors qu'ils sont là et qu'à partir du moment où la loi existe, je verrais mal la communauté musulmane ne pas l'appliquer. Et ça, c'est une deuxième raison. C'est qu'il est clair que plus nous nous dotons d'instruments vraiment clairs, précis et globaux, plus la communauté musulmane va s'y adapter. Donc nous aidons les modernes dans cette communauté. Vous savez bien qu'un certain nombre de représentants de la communauté musulmane, et peut-être pas les représentants les plus radicaux, nous disent à nous, qui sommes les défenseurs de la laïcité, vous êtes contre la liberté de religion, vous êtes contre la libre expression de la religion. Alors que répondez-vous, Alain Destex? D'abord que le fait que l'espace public de l'école est un espace de neutralité, de tolérance, et que dans ce cas, la tolérance doit être perçue non pas comme la tolérance de porter finalement un instrument de discrimination vis-à-vis des jeunes filles, mais la tolérance, c'est au contraire de ne pas le porter dans le cadre de l'école publique. On pourrait ajouter qu'on peut se demander pourquoi assez souvent les représentants religieux de la religion musulmane qu'on nous propose à travers les médias sont précisément, par exemple, on voit systématiquement des représentants des mosquées. Mais non, il y a d'autres musulmans qui sont beaucoup plus proches de nos valeurs, qui acceptent la séparation de la religion et de l'État, qui n'ont pas envie de confondre leurs pratiques religieuses dans l'espace privé et l'espace public. Or, on donne peu la parole à ce type de personnes. Ils existent, ils ont des pressions sociales considérables. Nous avons une collègue sénatrice d'origine musulmane qui est contre le port du voile, qui souhaite l'interdiction du voile, mais qui n'ose pas. Elle est sénatrice, hein, donc je veux dire, ce n'est pas... oui, c'est pas le citoyen ordinaire, elle est protégée. En tout cas, oui, elle est protégée. Eh bien, à cause d'une certaine pression sociale du milieu, elle n'ose pas rendre publique sa position. Il faut savoir que ça existe. Donc je crois que là, il y a aussi une responsabilité, si vous voulez, collective du monde politique, intellectuel, médiatique, de faire émerger des porte-paroles ne représentant
n'acceptant pas toujours, disons, les formes les plus radicales d'expression de ce qu'on appelle la communauté, ou en tout cas des individus musulmans. Je voudrais juste ajouter brièvement que il y a deux choses très importantes. La première, Anne-Marie en a parlé dans son livre chez Luc Pire, c'est le fait que, effectivement, soyons attentifs aux signaux que l'on donne aux femmes musulmanes et aux hommes musulmans qui se battent en Afghanistan, en Tunisie, en Algérie, qui sont des pays que nous connaissons bien l'un et l'autre, et qui se battent pour une séparation de l'espace privé et de l'espace public. Tolérer, évidemment, le port du voile pour des mineurs à l'école, ce n'est pas donner aux femmes musulmanes qui essayent de se battre pour leurs droits de femmes un signe positif extrêmement fort. Et au contraire, une loi, c'est l'affirmation justement de la séparation de l'espace privé et de l'espace public. Et enfin, le voile évidemment est un symbole dans ce cas. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi bien à l'école que dans les hôpitaux publics, notamment à Bruxelles, nous sommes confrontés à des comportements, alors on nous dit c'est quelques cas isolés, oui c'est quelques cas, sauf qu'il y a quelques années c'était 0 cas, qui vont bien au-delà évidemment du port du voile. À l'école c'est quoi? C'est le refus des suivis de cours de biologie. Le cours de gymnastique et de natation. Et pas seulement chez des élèves, parfois chez des profs. Un exemple précis d'un prof stagiaire qui a refusé de venir lors de l'enseignement de l'évolution en biologie. Le refus de suivre le cours de gymnastique. Dans les hôpitaux, c'est le refus dans certains cas d'être examiné par des hommes, c'est des prescriptions alimentaires, c'est dans un cas précis le refus d'aider une femme qui avait subi un avortement. Donc ce sont des comportements que nous ne pouvons effectivement pas tolérer. Et nous ne pensons pas que ces problèmes, appelons-les comme ça, vont être réglés au cas par cas sur le terrain. Ce n'est pas aux professeurs de décider ce qui ressort des élus et du débat démocratique. Ce n'est pas aux professeurs d'affronter la responsabilité de décider au cas par cas si le voile peut être toléré ou pas dans leur école. C'était à l'évidence une décision qui relève du politique. Je crois que les professeurs ont suffisamment à faire dans ce domaine, de même que dans les hôpitaux. Il faut une loi générale, n'est-ce pas? On ne peut dans aucun hôpital de Belgique accepter qu'une femme refuse d'être soignée par un homme et vice-versa en urgence. On l'a bien compris. Alors c'est vous-même qui avez dit le mot politique. Moi je suis un citoyen ordinaire et j'observe qu'il y a 2 sénateurs courageux qui proposent cette loi. Mais, madame, monsieur, vous ne me paraissez pas vraiment soutenu par vos formations politiques. Vous, Anne-Marie Lizin, par le Parti Socialiste, on n'a pas vu le Parti Socialiste prendre fait et cause pour une telle loi, et je dirais qu'on n'a pas vu davantage Alain Destex, le mouvement réformateur, prendre position en faveur du témoin. Alors, est-ce que vous êtes vraiment des voix un peu isolées dans vos formations politiques respectives? Non, mais est-ce que vous voulez faire un peu secouer le cocotier et être un rôle de moteur? Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect rôle moteur, il y a l'aspect débat français très important pour lequel il faut une continuité européenne, car le phénomène au sein de la communauté musulmane, tous les pays ont des petites différences, mais le mouvement à l'intérieur de la communauté musulmane est de même nature. Et vous le caractérisiez très bien, c'est-à-dire que dans le fond, les modérés sont en train de courir derrière les extrémistes de ces groupements-là. Alors que dans la religion catholique, le mouvement a été inverse, et à un moment donné, c'est au sein même des religieux qu'est venue la demande pour ne plus avoir cette obligation de poisson le vendredi, oui, ne plus avoir... Bon, ce sont vous ne répondez pas à ma question. Ma question était, est-ce que vous êtes un peu les pionniers? Non, parce que j'ai entendu, excusez-moi de vous interrompre, j'ai entendu des représentants patentés de votre formation dire « Ah ben non, non, pas du tout, moi je ne veux pas l'interdiction du voile, etc. » Un bourgmestre d'une commune importante de l'agglomération de Bruxelles a dit non, non, pas question d'interdire le voile. Et OMR, le président, a installé une commission, il a encommissionné le problème, et on n'entend pas beaucoup parler des résultats positifs dans votre sens. Je crois que dans chacun de nos partis, soyons clairs, il y a des sensibilités différentes. Ça, c'est extrêmement clair. Moi, je reçois des emails d'instituteurs socialistes qui me disent on n'est pas d'accord avec mon parti, et vice-versa. Donc, il y a des sensibilités différentes. Ce que je regrette personnellement, je pense qu'on peut dire qu'on regrette profondément, c'est que le débat, nous l'avons lancé sur la place publique. Il y a eu une pile considérable d'articles, de prises de position, et le débat est parti dans tous les sens. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté? Effectivement, mon président de parti a mis sur place une commission, très bien. Maria Rena
a mis au nom du gouvernement en place une commission. Et puis finalement, le seul lieu de la démocratie où ce problème aurait dû être abordé, qui est le Sénat, on nous refuse le débat. Alors ça, moi, ça me... me... Vous dites à l'index, on nous refuse le débat. Qui est ce on et pourquoi refuse-t-on le débat? Alors on peut peut-être expliquer comment... Explique-nous, parce que nous ne comprenons pas pourquoi on refuse le débat. Dire pourquoi, d'abord par rapport à des structures de partis. Mais faites-le assez rapidement. Alors, rapidement, donc moi je pense que lorsqu'on est sénateur, on a précisément, par les personnes qui vous font confiance pour l'être, aussi le rôle de mettre sur la table les débats importants. Bien sûr. Celui-là est, pour moi, pendant des années encore, le débat clé. C'est-à-dire à quel endroit allons-nous situer les barrières? Et que la loi se fasse maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, qu'elle englobe la mixité dans toute une série de comportements à l'intérieur de l'école, dans les piscines, dans la vie, etc., eh bien, il faudra le faire. Et ce que nous avons dit, c'est ça. Donc, le débat, maintenant, que l'on biaise en essayant de créer des lieux de débats qui n'en sont pas, c'est-à-dire de débats qui empêchent précisément l'expression de ces centaines de gens qui sont derrière nous et qui nous disent « mais surtout n'abandonnez pas parce que pour telle raison électorale, telle personne a peut-être peur de perdre tel majorat, Dieu seul sait, ou dans d'autres endroits, bon, c'est vrai qu'on est assez proche des élections et donc ça peut être quand même une partie de l'électorat très important, alors qu'en fait, dans cet électorat, il y a des gens qui nous demandent d'être forts et de les aider, dans le fond, à se débarrasser de ce poids énorme des mosquées. Mais qu'est-ce qui bloque au Sénat pour que votre l'élection. Qui fait ça, à mon avis, la période électorale. C'est un bureau, si vous voulez, d'une commission de différentes formations politiques. Et donc, au niveau de l'ensemble des formations politiques, ou en tout cas de la majorité d'entre elles, il n'y a pas de volonté, il y a même un blocage. Prioritaire. Voilà, alors, donc ça, évidemment, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi, au moins, le débat n'est pas lancé et pourquoi il n'y a pas, au moins, avant les élections, une procédure qui est mise en place pour décider ce qu'on fera éventuellement après les élections. Mais vous savez bien ce qui s'est passé en France, où des lettres ont été envoyées au Premier ministre disant attention, on va placer des bombes, etc., parce que vous avez osé voter une loi contre le voile. Alors est-ce que vous craignez que les mêmes menaces affleurent en Belgique? Je pense qu'on doit tenir compte du fait que le terrorisme, qui est une menace, on a enfin compris, c'est un dossier sur lequel moi je travaille depuis 4 ans, pendant toutes les années de présidence de la Commission de l'Intérieur, le terrorisme est une menace réelle sur l'ensemble de l'Europe. Est-ce que vous pensez que ces actes se font à Madrid? Ils se revendiquent immédiatement à Londres, et la revendication n'est non seulement pas contestée, mais aujourd'hui, on est à peu près certain que le noyau de Londres est encore bien plus important que celui de Madrid. Et en même temps, quelque part à la frontière du Pakistan, M. Azarkawi revendique les mêmes actions contre la loi sur le voile en France, alors que la France a été le pays qui s'est opposé de la façon la plus claire à la guerre en Irak, par exemple, qui par contre sert d'argument contre l'Espagne. Donc le voile, pour les penseurs du terrorisme, est aussi important que le fait de la guerre en Irak, par exemple, puisque malgré cela, c'est gigantesque. Ou quelque raison que ce soit sera tiré. Ce rôle des fondamentalistes pour essayer de consolider autour d'eux et de leurs objectifs toute la communauté musulmane est vraiment la clé de l'enclenchement vers une guerre grave, lourde, dans notre Europe aussi, ou au contraire, si nous réussissons à donner du pouvoir aux musulmans modérés qui comprennent ce risque, eh bien, nous aurons fait un travail exceptionnel de paix sur l'Europe. Et c'est exactement là la ligne. Mais il faut que ces musulmans courageux soient courageux, pas seulement pour condamner en termes généraux le terrorisme, ce qu'ils font, mais aussi pour dire aux fondamentalistes, attention, votre comportement sur les femmes doit aussi changer. Et il y en a qui le comprennent. Le roi du Maroc vient de faire une loi fantastique qui est le modèle de ce qui peut servir à tout le monde musulman. Et donc je pense que nous voyons aussi des signes extrêmement positifs. Par exemple, dans les gens qui m'ont écrit après la première résolution au Sénat, il y avait plus de 70% de musulmans, femmes et hommes, engagés précisément pour essayer d'oser faire passer ce message aussi dans leurs proches et dans leurs voisins, dans la rue, etc.
Le mot de la fin, il est pour vous. D'abord, nous ne nous sentons pas du tout isolés parmi les musulmans de Belgique. Nous avons beaucoup de soutien. Mais effectivement, nous sommes à la croisée des chemins parce que, si vous voulez, terrorisme, voile, mixité, il y a quand même un continuum. Et finalement, nos démocraties aujourd'hui doivent choisir. Elles doivent choisir entre affirmer nos valeurs, les limites entre l'espace privé et l'espace public, la religion et l'État, ou bien alors aller vers une sorte d'attitude d'apaisement. Par exemple, effectivement, face au terrorisme, on peut croiser les doigts et considérer que ça ne nous arrivera pas, jusqu'au jour où ça nous arrivera. Donc je crois que nous sommes véritablement face à un débat de fond, et ce débat, il faut le tenir. Et personnellement, je ne vois aucune raison de le reporter à des échéances parfois extrêmement lointaines. Et je voudrais aussi nous rendre tous attentifs au fait que nous sommes tous convaincus en communauté française qu'il faut lutter contre un électorat raciste et d'extrême droite. Nous devons faire attention, qui est menaçant. Nous devons aussi faire attention de faire preuve, pour des raisons électorales similaires, de complaisance vis-à-vis d'un électorat musulman fondamentaliste qui existe également. Et parfois, je suis un peu surpris de voir, disons, l'emphase que l'on peut mettre sur l'extrême droite et un discours parfois ambigu vis-à-vis d'un autre type d'intolérance et de fondamentalisme. Eh bien, je vous remercie infiniment. J'allais vous dire que nous lancions un mouvement de la gauche laïque et féministe, oui, avec des Français, des Espagnols, des Allemands, et qu'on espère que ce sera un grand mouvement européen, voilà, avec aussi des musulmans laïcs. Eh bien, voilà un scoop. Merci beaucoup, Anne-Marie Lizin. Merci à vous deux d'être venus présenter votre projet. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la question des prochaines années. Nous n'en doutons pas et nous reviendrons certainement sur le sujet, et vous serez sans doute nos prochains invités. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup, à bientôt. Et voici maintenant quelques informations du monde de la laïcité. Dans le cadre de la campagne Drogue du Centre d'Action Laïque, le CAL et le Centre laïque de l'audiovisuel ont le plaisir de vous inviter à l'avant-première du film Drogue, question ouverte. Le 23 septembre à 20h dans le bâtiment du Centre d'Action Laïque à l'ULB, campus de la Plaine, entrée numéro 2 à 1050 Bruxelles. La projection sera suivie d'un débat animé par Paul Damblon sur le thème « Pour ou contre une réglementation des drogues ». Renseignements et réservations par téléphone au 02 627 68 40 ou par mail clave@ulb.ac.be. L'Union rationaliste de Belgique invite à une conférence sur le thème « Argumenter en démocratie » le mercredi 8 septembre 2004 à 20h dans les locaux du Centre d'Action Laïque, campus de la Plaine, ULB à 1050 Bruxelles. La conférencière, Emmanuelle Damblon, est linguiste et chercheur à l'ULB. Renseignements, tapez www.rationaliste.org.